Salam alaikum, Azul. Bonsoir. La propagande est aussi vieille que l'homme. Et si elle n'existait pas, nous l'aurions inventée. Parce que ceux qui prennent le contrôle de nos vies ont besoin de conditionner les multitudes que nous sommes pour les contrôler et les mener en troupeaux dociles ou parfois en meutes vociférantes, selon qu'il faille les mener à l'abattoir ou les lâcher contre qui cherche à déranger l'ordre établi. L'homme a toujours trouvé le moyen de communiquer avec son semblable de mille et une façons d'entrer dans ce qui le meut, dans ce qui le passionne, pour le conditionner, modeler sa perception, le persuader de penser d'une manière et pas d'une autre, et parfois même de le convaincre à croire en ce qui n'existe pas, ou de nier l'évidence, d'applaudir et de servir ses bourreaux, dans le même temps qu'il hurle à la mort de ceux qui cherchent à le libérer. Cette faculté de prendre le contrôle des esprits et de les canaliser dans un sens ou dans un autre peut mener parfois dans le bon sens, comme de dispenser des savoirs et des valeurs par le biais de l'instruction, de convertir des gens à une religion. Elle peut aussi happer les entendements, les faire lâcher prise, laver les cerveaux, comme on dit, pour les réinitialiser, comme on dit en informatique, et les reformater de nouveau, procéder à un lavage de cerveau, phagocyter leur capacité à comprendre et à évaluer. La propagande est d'une telle complexité, disposant de tant de ressources et capable d'atteindre les objectifs les plus improbables, qu'il serait très prétentieux de chercher à expliquer tout ce dont elle est capable, comment elle procède et jusqu'à quelles tragiques extrémités elle peut plonger des peuples entiers dans des guerres effroyables, les précipiter dans la folie furieuse. Je voulais juste évoquer une des nombreuses méthodes de conditionnement des multitudes, comme ils disent, pour les endormir, les rendre insensibles à leur propre sort, voire à celui de leurs propres enfants. Les anesthésier, en somme, jusqu'à ce qu'elles ne ressentent plus, de la moindre petite façon, leur propre mise à mort. Cette méthode, très éculée, aussi simpliste qu'elle est efficace, consiste à faire des turpitudes, des abus de toutes sortes, des violations du droit, de l'accaparement par une minorité régnante des biens de la collectivité, à en faire une banalité, une routine. Et pour cela, une recette toute simple. Multiplier ces mêmes turpitudes, ces violations du droit qui auraient dû rester des exceptions à la règle générale. Les rendre tellement présentes qu'elles en perdent tout intérêt. Trop de scandales tuent le scandale. Au point où même les unes des journaux ne sont plus lues. Ou au point où l'on zappe tout programme télé qui les rapporte. Où l'opinion préfère se passionner pour un match de foot que de s'intéresser à un grand procès de corruption, à la prise en otage du président de la République, pour en faire une façade institutionnelle derrière laquelle des forces occultes mettent le pays tout entier en coupe réglée. C'est le cas aujourd'hui en Algérie, où l'opinion publique n'existe quasiment plus, où ni l'information avérée, ni les spéculations, ni même les rumeurs ne parviennent à susciter le plus petit intérêt. Fini tout ça, les Algériens en ont soupé, ils sont gavés et plus rien ne les intéresse de ce qu'est l'état de santé du président, de l'agitation qui s'est emparée du sérail depuis quelque temps, de ces rumeurs persistantes de préparation d'une succession entre décideurs que personne ne connaît au demeurant. Les Algériens ont été tellement saturés de scandales,
de contre-vérités criantes, d'informations en tout genre, souvent contradictoires, qu'ils se sentent eux-mêmes débranchés de la réalité politique de leur pays, un peu comme si de guerre lasse, ils laissaient toute latitude aux barons du régime de faire tout ce que bon leur semble. Plus rien ne les étonne, ni ne les choque, ni ne les interpelle. Et c'est la même lassitude, le même désintérêt de la classe dite politique, et même de la presse, pour une situation qui aurait dû alarmer toute la société. Pour tous les périls imminents qu'elle annonce sont l'ombre d'un doute. Il pourrait se passer n'importe quoi. Les décisions les plus extrêmes pourraient être décidées, comme de nommer des gens parmi les plus criminels, j'allais dire, les plus exécrés à la succession de Bouteflika, que cela ne ferait pas la plus petite vague. Tout ce qui compte pour chacun est de s'occuper de ses propres petites affaires, de sa propre personne, de sa propre petite famille. Pour le reste, presque plus personne ne se sent concerné. Tahti rasi, tahti dari, haddi bab dari. Et c'est comme ça. Aujourd'hui. TSA de Tunis, c'est là, elle rassure sur l'état de santé du président Bouteflika par Riyad Hamdi. Monde d'Afrique, l'aggravation de l'état de santé de Bouteflika par la rédaction. Liberté, Cédé Belabès, un membre de la commission de surveillance des élections sur la liste du FLN par A. Bousmaha. Algérie, rumeurs et silence radio. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, Badis Khnissa, président cofondateur à Club Émergence et membre fondateur de Talaya El Hurriyat. Membre du comité central. Je m'excuse, à chaque fois je commets la même. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ali Benouari, président de Nida Al Watan. Merci Ali Benouari d'être avec nous. Je vous remercie. Merci. Et Larbi Zouaimia, analyste politique qui sera avec nous en Skype depuis les États-Unis. Merci Larbi Zouaimia d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Sylviane. Merci. Badis Khnissa, l'état de santé du président a été tellement galvaudé, nous avons tellement vu d'images de lui malade, dans des situations absolument pathétiques, pitoyables. Au moment où ils nous disent, et le président qui ne parle pas depuis 4 ans et plus, qui ne s'exprime pas, le regard perdu, qui n'est vraisemblablement pas là, qui passe beaucoup de temps dans les hôpitaux à l'étranger. Au moment où on nous dit, il a fait un discours, il a parlé, il a écrit une lettre, il a adressé ceci, il a dit cela, à tel point que les Algériens se sont complètement désintéressés. Aujourd'hui, alors que des rumeurs courent sur son état de santé qui se serait beaucoup dégradé, certains parlent de coma, d'autres parlent de mort clinique, on ne sait pas. Malgré ça, les Algériens s'en désintéressent complètement. Vous savez que nous, notre débat, enfin notre projet plutôt de société réside sur la rationalité du débat politique, notamment notre parti Talaya El Hurriyat. Et ce régime, malheureusement, ne jouit pas de cette rationalité dans sa démarche, dans sa sémantique politique. Ce qui prouve aujourd'hui que nous sommes complètement dans une posture de déni, d'irrationalité, de fiction, qui plus est. Mais vous savez, ce régime a également compris une chose. La rumeur n'est pas la rigueur. Donc il jouit également dans ce postulat-là où il dilue certaines rumeurs, effectivement. Même lui distille certaines rumeurs pour ajouter de... Vous savez, c'est de bonne guerre et je vous n'apprends rien, ni d'ailleurs aux téléspectateurs. Ce postulat, justement, est là pour essayer d'occulter, de rendre opaque, justement, les vraies problématiques aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, et ça marche bien, parce que les médias s'intéressent beaucoup plus à la future apparition du président de la République que des vraies problématiques, la souffrance du peuple algérien dans son quotidien, la précarité qui va en s'agrandissant de jour en jour, avec cette loi des finances qui prend de l'ampleur, les mouvements sociaux également. Donc vous voyez, si vous voulez, on déconcentre la concentration du peuple algérien vers des futilités. Certes, c'est quelque chose de grave,
très gravissime, même, je dirais, aujourd'hui, l'état de santé de notre président, qui plus est dans un contexte très, très fragilisé, notamment que ce soit sur la crise économique, sur l'impasse politique, sur le géosécuritaire. Donc oui, effectivement, je ne me réjouis pas de voir aujourd'hui cette situation. Ça reste un homme auquel bien évidemment, nous adressons le prompt rétablissement. Ceci étant, vous avez parlé dans votre édito, j'ai noté sur cette prise d'otage de ce président, mais moi j'irai plus loin. Aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est la prise d'otage de 40 millions d'Algériens, auxquels nous avons scellé l'avenir. Oui, mais là, ça dépend ça date de 1962, et même avant. Absolument. Maintenant, vous parlez du désintérêt du peuple algérien. Je vais vous dire pourquoi. Ce peuple algérien se désintéresse tout simplement. Il s'intéressera à la politique le jour où la politique s'intéressera à lui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a besoin de voir une probité, une exemplarité, une implication des politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les gouvernants d'aujourd'hui, le modèle de gouvernance d'aujourd'hui n'est nullement en fait un élément ou un levier de confiance, de rétablissement de confiance envers le peuple algérien. Bien au contraire, il le reboot, il le repousse. Restez avec nous. Ali Benouari, alors non seulement la société dans son ensemble qui se montre très lasse, totalement indifférente à ce qui arrive, y compris à son propre destin, mais et surtout la classe dite politique, les médias, tout le monde semble se désintéresser totalement, comme s'ils se zappaient eux-mêmes de la réalité. Oui, à travers le désintérêt apparent des Algériens concernant la santé du président et bien d'autres choses, vous posez une question extrêmement importante. Cette question est... Ali Benouari, je vais vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je vais demander à la régie de vous appeler sur votre téléphone fixe. Je me rapproche de mon téléphone. Ah là, c'est bien. Là, on vous entend très bien. Poursuivez, je vous en prie. Votre question renvoie à la question de savoir si les Algériens considèrent leur pays comme un petit pays sous-développé, sans ambition et sans avenir, un pays donc qu'on peut laisser à son sort sans s'inquiéter ni de la santé de son président, ni celle de son économie, ou bien si l'Algérie est un grand pays qui dispose d'un grand potentiel humain et matériel, qui a un grand avenir, et à ce moment-là, cela mérite qu'on se préoccupe tous ensemble de ce qui arrive, de ce qui lui arrive, de proposer des solutions, etc. Et nous sommes nombreux à le faire. Donc, cette question n'est pas innocente. Si le peuple est indifférent à la santé de son président, cela signifie qu'il est indifférent à la santé de son pays. Évidemment, je me refuse, quant à moi, à considérer que la santé du président est une petite chose et que ce qui peut arriver à ce pays malheureux, si le président ou sa mauvaise santé devait se prolonger encore des mois, voire des années, ou s'il venait à décéder brutalement sans que la question de la succession ne soit réglée, eh bien moi je considère que c'est quelque chose d'éminemment important. Et fort heureusement, je ne suis pas le seul à le penser. Voilà. Mais Ali Benouari, mettez-vous un peu à la place des gens qui n'ont pas vraiment accès à l'information autrement que par les médias habituels qui pour la plupart débitent ce qu'on leur demande de débiter, qui rentrent dans cette logique de propagande dont je parlais. Ces gens qui ils voient de leurs yeux comme ça un président complètement effondré, complètement ruiné, et ils n'entendent rien puisqu'ils ne parlent pas. Puis à côté, on leur dit non, le président a dit, le président a fait, le président a reçu, le président a eu une discussion de 2 heures avec François Hollande dont ils ont parlé de problèmes très complexes, géostratégiques, etc. Et c'est tous les jours. Il y a Rennouchi qui arrive, il y a Al-Khadr Brahimi qui arrive, qui lui disent la même chose, dont nous avons dit, nous avons parlé avec le président. Et tellement qu'on ne comprend plus rien, on débranche. Non, on a tout compris. Ouais. On a tout compris. Il y a ce qu'on considère comme un pays, un État,
beaucoup de ceux qui s'activent autour du pouvoir le considèrent comme une proie, comme un gâteau, comme un moyen comme une bête sur laquelle il faut se servir, se nourrir, se servir. Et dans ce monde-là, j'englobe les Lakhdar Brahimi, j'englobe les François Hollande, j'englobe tous ceux qui donnent une image satisfaisante de la santé du président. Et évidemment, c'est révoltant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ce n'est pas l'État fonctionne non pas comme un État, mais il fonctionne comme une proie qui est comment dirais-je, une proie qui est dont se servent à la disposition de tous ces gens-là, ces milieux d'affairistes, ces grands, soi-disant grands pays partenaires qui ne cherchent qu'à enrichir leur économie, enrichir leur personnel politique. Personne, au fond, parmi les acteurs officiels, ne se soucie de ce malheureux pays. Personne. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviens à vous dans un moment, Badis Khanissa. L'Arbi Zouaïmiya. Donc voilà, nous en sommes là. Des rumeurs les plus folles sont en train de courir à Alger, des spéculations de toutes sortes, de milieux qui s'intéressent, qui observent, qui analysent, qui tentent de faire des recoupements, tandis que l'opinion publique semble se désintéresser totalement. Et Dieu sait qu'elle a d'autres chats à fouetter, si je peux dire, avec la cherté de la vie, avec les problèmes, avec la dévaluation, avec l'inflation, avec un dinar qui ne rapporte plus rien. Monsieur Khair, si Jamal Zilfillak, et mes salutations à vos invités en France et M. Benouari de Genève. Moi, tout simplement, je considère que le pouvoir développe des outils médiatiques à peu près pour couper ce qu'on appelle le spectateur algérien, le public algérien de la classe politique, de la classe intellectuelle et de l'élite. Parce que vous voyez que ça se déplace un petit peu. Le pouvoir connaît que ces instruments publics à travers la télévision et les journaux inféodés publics aussi, il se déplace vers le privé, vers des candidats privés qui les façonnent à sa manière et il essaye un petit peu d'entamer un déluge d'informations presque de débiles, infantilisantes en vue de garder un petit peu un public éloigné de la sphère politique et de la vraie alternative. Vous voyez, c'est un plan actuellement qui est manigancé, c'est un plan qui est bien entretenu, qui est bien téléguidé. Et vous voyez un ministre de la Communication à peu près qui est dans son rôle, qui est là, qui est un petit peu plus si inspiré à Chetem que la problématique économique ou les jeunes qui meurent qui meurent en plein mer. Donc vous voyez que c'est un pouvoir qui sait ce qu'il fait à peu près. Il crée parfois des problèmes, c'est un pouvoir de pompier pyromane, il te crée les solutions. Mais actuellement, on dit peut-être en anglais, c'est une subornation du public. Et vous voyez, moi j'étais en Algérie à peu près, il y a des gens qui regardent certaines chaînes, ils regardent, ils s'intéressent, c'est comme si ça fonctionne normalement, ils se Habat ou Shmis ou Aïya, parce qu'au fond, le pouvoir, il fait en sorte à ce qu'il, en vérité, comme s'il s'adresse à un public de bas âge, de 12 ans. Donc il essaye un petit peu de réduire, d'investir dans l'information des bas-fonds, de garder ce public en distraction continuelle à travers certaines émissions qui sont puisées de la vie quotidienne. Certaines émissions sont suivies, même s'il s'agit de scènes de corrompus et de mafiosos. C'est ça ma première observation. C'est pour cela donc il y a un plan médiatique visant à casser, à mettre en capilote à toutes les potentialités, à casser toutes les entreprises. Et je félicite, bien sûr, je considère, c'est avec un grand respect que je valorise ce combat de certains journalistes qui sont en Algérie, qui n'ont pas les moyens, qui continuent à
encore à lutter contre ce pouvoir mafieux. Mais en parallèle, on voit actuellement qu'il y a un plan visant à peu près à couper ce public-là, y compris en s'attaquant à Al-Magharibi, y compris en s'attaquant à votre personne, à votre émission surtout, parce qu'elle offre une tribune, elle essaie d'élever le niveau, un petit peu, elle pose les vrais problèmes, elle pointe du doigt exactement le nœud gordien de la problématique algérienne. Mais nous voyons actuellement que c'est un pouvoir qui dispose de moyens, et ces moyens-là, publics comme privés, sont médiatiques surtout, sont canalisés vers certains canaux privés surtout, en vue de créer l'alternative médiatique qui est en train maintenant de nous proposer le schéma à suivre. Voilà. Merci Larbi Zoumia, restez avec nous. Baptiste Khnissa, d'abord vous vouliez réagir tout à l'heure. Tout à fait. Oui. J'aurais souhaité rebondir justement sur ce qui a été dit, qui est très pertinent. Mais vous savez, quand on fait réactiver certains catalyseurs, certains leviers justement pour essayer d'enjoliver les choses, que ce soit à travers la déclaration du Premier ministre en Tunisie, qui plus est, à l'étranger, et non pas en Algérie. Et de Tunisie, nous a parlé de la santé du président, tout à fait. Pour rassurer. Donc là, il y a vraiment une lecture à faire là-dessus. Mais au-delà de ça, j'aimerais approfondir justement la rhétorique. Vous savez, ce régime s'inscrit dans un postulat très précis, très clair, très limpide, qui est de chercher un cautionnement politique, à défaut de ne pas avoir de cautionnement populaire. Pour la bonne et simple raison que, justement, il y a un déficit énorme là-dessus. Mais ce cautionnement politique aujourd'hui, plus que jamais, malheureusement, est palpable, ne serait-ce que par une simple radioscopie de l'Algérie, de son économie, pour prouver effectivement que finalement tous ces programmes, tous ces effets d'annonce n'ont eu un effet, qu'un seul effet, si ce n'est que l'effet placebo, qui finalement n'a apporté rien de positif à l'Algérie, à son économie, et donc par déduction au peuple algérien. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une posture aujourd'hui qui nous mène vraiment au pied du mur, qui nous mène vraiment dans une sémantique très désastreuse, très préoccupante, où on continue, malgré la situation que connaît l'Algérie, à avoir des effets d'annonce, comme je viens de le dire, qui, force est de constater aujourd'hui, nous mènent vraiment à une situation très dangereuse, très grave, sur laquelle, si nous ne nous attardons pas, si nous n'apportons pas les vrais débats, les vrais questionnements, nous aurons effectivement un certain... Mais on n'y comprend plus rien. Par exemple, au moment où on dirait qu'il y a une sorte de pèlerinage de plusieurs représentants de plusieurs pays en même temps vers l'Algérie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Iran, qui tous ne sont pas reçus finalement, changement de programme. Au même moment, Cédel prend tout son gouvernement et va en Tunisie pour communiquer depuis la Tunisie. Qu'est-ce que vous y comprenez ? Je pense qu'on peut faire une lecture en filigrane dans ce qui se passe très rapidement et très facilement. C'est que, encore une fois, on est dans une posture de mépris, de marginalisation du peuple algérien. Qui plus est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça se fait de la Tunisie dans un pays... Peut-être de diversion aussi. Hein, entre autres, également. Vous savez, les postulats sont diverses et variés, mais la finalité est la même. Donc c'est effectivement pour justement essayer de pallier cette carence, pallier justement cette crise et l'occulter. Mais encore une fois, on est face à une réalité flagrante que le peuple algérien peut, en tout cas, remarquer, voir, palper. Donc voilà, d'où tout à l'heure j'explique en introduction, on est vraiment dans une façade, je dirais, de déficit de réalité idéologique, à laquelle aujourd'hui a mené ce régime, tant bien que mal, à essayer de réduire les défaillances. Comme j'expliquais tout à l'heure, cette radioscopie, un simple Algérien peut la faire au quotidien des Algériens, sur le terrain. Et vous pouvez constater qu'effectivement, on est aux antipodes de ce qui se dit au niveau de l'exécutif ou au niveau des déclarations de certains ministres. Ali Benouari, il en est des élections qui se préparent, les législatives, comme il en est de la santé du président. Là aussi, total désintérêt de la société et des électeurs, au point où plusieurs observateurs avertis préviennent que ces prochaines élections législatives seront l'objet de la plus grande abstention, si ce n'est du plus grand boycott jamais observé depuis l'indépendance. Mais malgré ça, la classe politique, elle, qui est à la manœuvre, hein, qui tente de prendre le maximum des quotas qui vont être distribués et non pas élus, hein, il va y avoir des quotas. Et là, c'est la foire d'empoigne. Les têtes de liste se vendent quasiment au marché, aux enchères publiques. C'est acquis au plus offrant.
C'est un secret de polichinelle, personne ne l'ignore. Et dans le même temps, c'est vraiment le cirque. Je vais vous donner un exemple. Mais alors, c'est du jamais vu, hein, Ali Benouari, c'est du jamais vu. Écoutez bien. Un candidat FLN à Sidi Bel Abbas. On découvre que ce candidat FLN, qui a rempli son dossier, qui a sacrifié à toutes les procédures normales, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est un membre de la HIS, la haute instance de surveillance des élections, de monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Derbel. Alors, vous imaginez un peu Ali Benouari? J'ai envie de vous poser une question. Oui, oui. Qui vous dit que ce régime tient à tenir des élections crédibles? Oui, mais à ce point, franchement, à ce point, c'est plus que de la caricature. C'est se foutre de la gueule du monde, excusez pour la... Mais il s'en fout. Le résultat compte. On ne vous entend pas très bien, Ali Benouari. On ne vous entend pas très bien. Ce que je voulais dire, c'est que la seule chose qui compte, c'est que des élections se tiennent, que des gens seront soi-disant élus et qu'on dispose d'une assemblée aux ordres. Mais voilà, les institutions, c'est ce qu'on appelle les institutions de l'État qui servent de paravent, ce qu'on appelle l'appareil d'État, un pouvoir d'État et puis un appareil d'État, c'est-à-dire tout ce qui est autour qui tend à légitimer cet État. C'est la seule chose qui compte. Les moyens, la crédibilité des personnes, des institutions sont le dernier de leurs soucis. C'est ce que d'aucuns appellent le mépris du peuple. Mais j'aimerais vous dire une chose. Tout fonctionne comme s'il y avait un plan tendant à provoquer l'effondrement du pays dans tous les domaines. Cela en utilisant des forces colossales, en mettant en œuvre des forces colossales. Des forces intérieures, des moyens intérieurs et des moyens extérieurs. Sur le plan intérieur, on met en œuvre des moyens financiers, des moyens militaires, et policiers considérables, des moyens économiques et financiers considérables, et des moyens institutionnels. Sur le plan extérieur, on met en jeu tout ce que le pouvoir compte comme ami parmi les grands pays. Cet effondrement programmé, annoncé du pays, n'émeut pas grand monde. En tout cas, je vous ai parlé des acteurs officiels, c'est-à-dire le pouvoir et tous les partis qui gravitent autour, qui vont à la soupe chaque fois qu'on les y invite. Nos diplomates, les pays partenaires qui font semblant de ne rien voir et qui se rendent complices. Et pendant tout ce temps-là, le pays s'effondre de manière certaine, irrésistible. Que faire? La question, c'est que faire devant cet état de fait si ce n'est informer, alerter, avertir, éclairer les consciences, c'est tout ce qu'on peut faire malheureusement, parce que chaque peuple est acteur de son propre destin. Et je rejette toute idée qui consiste à critiquer l'opposition ou les opposants. Je parle de ceux qui vont pas à la soupe, ceux qui ne sont pas aux ordres. Ils font ce qu'ils peuvent. Que voulez-vous que l'on puisse faire? Ce que je vous dis là, je suis persuadé d'être entendu, comme je l'ai été par le passé. Vous savez que j'ai annoncé la famine, j'ai annoncé tout ce qui est en train de se produire, et je vais vous donner une information qui peut-être a échappé à la plupart des Algériens. J'avais dit que pour prolonger sa survie, le pouvoir essaierait de ne pas trop entamer les réserves de change. Il y a les réserves de change comme moyen de survie externe et les dinars sur le plan interne. Et évidemment, les deux sont liés parce que plus vous donnez du pouvoir d'achat et plus vous diminuez les moyens de paiement extérieur, c'est-à-dire les réserves de change. Le seul moyen donc de préserver ces réserves de change, c'est de réduire le pouvoir d'achat des Algériens, de les affamer petit à petit. Et ainsi, ils consommeront moins, ils achèteront moins, ils importeront moins. Et je vous fais grâce de tous les détails. Et je vous révèle la trouvaille, la diablerie, la dernière ruse du régime pour ne pas à la fois entamer les réserves de change, donc les moyens de paiement extérieurs qui lui sont indispensables pour assurer sa survie, et pour ne pas avoir à assumer l'austérité qui conduit à préserver ses réserves de change.
D'évaluer, c'est assumer. Il a commencé, il a vu que le peuple a commencé à bouger parce qu'il comprend maintenant, il est éclairé. Il a arrêté d'évaluer. Augmenter les tarifs, il a vu les émeutes, etc. Bref, tout ce qui engage de manière claire la responsabilité du gouvernement est rejeté aujourd'hui au profit d'un moyen absolument pervers qui est la fabrication à très très grande échelle de billets, de dinars. C'est-à-dire la planche à billets. La planche à billets, ce qu'on appelle la planche à billets. Songez que, je vous donne un exemple, le budget de cette année va être déficitaire d'à peu près 3 000 milliards de dinars. Il faudra les couvrir, il n'y a plus d'argent dans les banques parce que les liquidités ont été épongées pour souscrire au bons du Trésor pour financer le déficit budgétaire. Quand il n'y a plus d'argent dans les banques et que les gens qui ont de l'argent à l'extérieur, marché noir, n'ont pas confiance, eh bien, qu'à cela ne tienne, on change de gouverneur et on lui donne instruction de fabriquer autant de dinars que l'on veut. Et ça va provoquer une inflation monstre. En la matière, ils n'iront pas regarder le bilan de la Banque centrale en actifs, c'est-à-dire les avances au Trésor. 3 000, vous avez dit 3 000 milliards de dinars. La fabrication de billets. Vous avez dit 3 000. Ils ne sauront pas que la cherté de la vie, les prix qui flambent et qui vont augmenter de plus en plus, réduisant d'autant le pouvoir d'achat des gens, est l'œuvre diabolique d'un système aux abois, parce qu'on pourra toujours dire « Ah oui, mais l'inflation, c'est pas nous, vous voyez, on n'a pas augmenté les tarifs, c'est les spéculateurs. » Et on va engager une armée de contrôleurs qui vont aller voir les commerçants, qui vont faire semblant de pourchasser les spéculateurs pour dire « L'État est là, on fait tout ce qu'il faut pour empêcher que les commerçants ne profitent n'augmentent leur prix pour augmenter leurs profits. » Et bien que l'on sache que l'hyperinflation à venir est la résultante d'une politique délibérée de fabrication à une échelle inconnue jusqu'ici de billets de banque sans contrepartie, c'est-à-dire des billets du papier que l'on fabrique sans qu'il n'ait une contrepartie hors devise ou production de richesse. Restez avec nous, Ali Benouari. Larbi Jouaimia, j'aimerais vous poser une question. Saïd Bouteflika a toujours été très discret, très réservé, très effacé. On dit qu'il est à la limite agoraphobe, qui n'aime ni la lumière ni les foules. Mais ces derniers temps, c'est comme s'il se mettait en scène. Je vais vous donner deux exemples. Il y a quelque temps, on l'a vu de derrière un bureau surveiller le Conseil des ministres. Vous l'avez vu vous-même, Larbi Jouaimia. Oui. Et donc, tout un chacun vous dira que cette image n'a pas pu échapper à la vigilance du réalisateur, du rédacteur en chef, de Saïd Bouteflika lui-même qui visionne toutes les images qui le concernent, du personnel de la télé. Ça veut dire que cette image a été diffusée exprès. Ça a été fait de façon à ce que tout le monde voit que Saïd Bouteflika, c'est lui le patron, c'est lui qui surveille le Conseil des ministres. Et maintenant, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il a commencé à faire des sorties publiques, des apparitions, où on l'a vu par exemple, entre autres, avec Rabrab en train de lui serrer très très chaleureusement la main. D'après vous, ces apparitions, ces mises en scène, c'est destiné à quoi? Premièrement, vous m'apprenez si jamais il est atteint d'agoraphobie. En arabe, on appelle ça rohab al-khala. Je ne sais pas si... En tout cas, de toute manière, il me semble, il y a un problème au niveau du pouvoir, certainement. Il y a un problème. Saïd Bouteflika a sa recette, a un plan, certainement. Je ne pense pas que quelqu'un qui peut exposer son propre frère à de telles douleurs, à une exhibition vraiment fatigante, pénible, durant, je pense, 3 années maintenant, ou 4 années maintenant, puisse faire ça comme ça gratuitement. Il a son plan, certainement, et certainement il y a d'autres personnes qui ont leur plan. Il me semble qu'il y a à peu près une sorte de décontation, genre de repositionnement
Parce qu'on a vu peut-être, vous avez évoqué maintenant le fait que Saïd Bouteflika a serré la main à Arbrab. Il se peut que Saïd Bouteflika veut se rapprocher d'Arbrab, peut-être en disant que ce n'est pas moi ou je ne sais pas moi qui vous avez des problèmes. Certainement ça vient de Gaïd Saleh et de Bouchouarb, il me semble. Peut-être c'est une lecture que je donne comme ça parce qu'on parle actuellement de deux tendances, d'une tendance pilotée par Gaïd Saleh et d'une tendance pilotée par Hamel via Saïd Bouteflika. Il me semble, peut-être que ce n'est pas ce schéma. Je voudrais tout simplement vous dire que les élections, vous avez parlé des élections, les élections, il s'agit de mathématiques funestes d'un pouvoir, mais il peut y bâtir quelque chose. Sur le plan international, il peut y bâtir quelque chose. Il n'a pas froid aux yeux. Demain, même si le RND gagne par deux sièges, certainement c'est une légalité pour lui, c'est une légitimité pour lui. Parce que aussi, sur le plan, à l'échelle populaire, il y a des gens qui sont la clientèle de cette cinémathèque. On va pas. Il y a beaucoup de personnes, il y a au sein même de la population, des gens qui courent derrière les élections. Ça, c'est une vérité. Parce que je vous ai dit que ça s'est détaché un petit peu. L'élite, elle s'est détachée, cette élite-là. Ils ont œuvré à ce que ça se détache une élite, à fissurer aussi l'alternative politique fournie par des partis, mais il ne faut pas aussi qu'on tombe dans un jeu où on va quand même attaquer les gens qui sont partis aux élections sous prétexte qu'ils font partie d'une certaine, qu'ils ont répondu oui à une soupe. Bon, je ne pense pas, il se peut possible. Je ne peux pas interdire aux gens de voir cette lecture-là, mais je ne pense pas aussi que le fait d'aller aux élections, même si moi ou vous, peut-être, on pense que ne pas y aller, ça sera peut-être plus consistant, peut-être, ça sera plus, on ne peut pas cautionner parce qu'on sait d'avance qu'il a son plan. Mais toujours est-il, on ne peut pas aussi aller d'une manière frontale comme ça, attaquer des partis, peut-être leur lecture, je ne sais pas, mais on essaye d'espérer à ce que ces gens-là, que les élections ne sont pas une fin en soi et que les partis politiques qui font partie aussi de l'alternative démocratique, qu'on le veuille ou pas, Hamas fait partie de l'alternative démocratique, ce n'est pas lui le criminel. Le RCD fait partie de l'alternative démocratique, ce n'est pas lui le criminel. El Jil Jadid aussi, même s'il a pris position de boycotter ou Tala al-Hurriyat, c'est ces gens-là qui nous ressemblent, même si momentanément on a des divergences tactiques, mais on ne peut pas à un moment donné aller... Mais l'Arbizouémia, est-ce que, d'après vous, l'idée peut vous effleurer une seule seconde, que dans ces élections, le FLN et le RND, à eux seuls, ces deux partis, pourraient avoir moins de la majorité simple. À eux deux, avoir moins de 55 ou 56% au moins. Est-ce que cette idée peut vous effleurer un instant? Qu'ils puissent ne pas être à eux deux la majorité du Parlement? Oui, votre lecture, elle est juste. C'est-à-dire, nous savons certainement, il y aura une abstention conséquente. Certainement, non, plus que l'abstention, la distribution de quotas aux partis maison, dont le RND et le FLN sont le socle, puis rajouter 20 ou 30% aux partis de la mangeoire, comme on dit, puis 10 à 15% aux indépendants de la mangeoire, et laisser quelques petites miettes à certains partis qui vont faire... qui vont jouer le rôle de vraie opposition au sein du Parlement et qui vont donc cautionner cette image de Parlement réellement représentatif. Mais j'attire votre attention, j'aime bien vous rappeler que la personne distributrice, c'est-à-dire la machine distributrice de la rente, elle est en défaut actuellement. Le président de la République, vous avez dit, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est c'est-à-dire une mort clinique, peut-être coma, peut-être sa situation n'est pas la même, certainement. Mais cette personne-là, c'est pas la même discipline, parce qu'il s'agit, on a centré tout sur ce bonhomme-là qu'on a ramené à un moment donné pour pérenniser encore la rente et la corruption. Mais il ne s'agit pas de la même phase. Certainement, il s'agit peut-être, ça peut s'instaurer une certaine indiscipline dans le clan de la rente. À chacun peut façonner l'idée de l'avenir de l'Algérie selon ses idées. Vous avez Ouyahia qui a une idée, vous avez Ould Abbas qui a une idée, vous avez... Ce tiraillement existe au sein de la rente parce que le chef est en difficulté. Il n'y a pas un chef. Saïd Bouteflika n'est pas Abdelaziz Bouteflika. Il y a une différence entre Saïd Bouteflika et Abdelaziz Bouteflika.
c'est pas la même emprise, c'est pas le même personnage, c'est pas le même âge. Donc, à un moment, c'est-à-dire actuellement, il y a un certain tiraillement. Il n'est pas visible, ils ont leur plan, certainement. Je ne sais pas combien qu'ils vont, mais certainement, ils ont un plan. Ils ont un plan dans le tiraillement. Certainement, ils négocient, il appelle des gens de l'extérieur, je ne sais pas, il va régler le problème de l'Algérie à travers certains acteurs qui sont à l'extérieur du cercle. Nous savons qu'il y a dans ce magma-là, il y a quelque chose parce qu'il y a un président qui est malade ou qui est mort ou qui est cliniquement mort. Ça, c'est une situation. Ce n'est pas le même topo et ce n'est pas le même credo aussi qui s'appliquera lorsque Bouteflika a été là en train de distribuer et de pérenniser un pouvoir corrompu et mafieux. C'est ça la lecture que je donne actuellement. Restez avec nous, l'Arabie Saoudite. Badis Khnissa. Ces élections, d'après vous, telles qu'elles sont en train de se passer, d'abord, est-ce qu'elles vont pouvoir se réaliser normalement, à supposer qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de succession annoncée, qu'il n'y a pas de bouleversement. D'abord, ces élections, est-ce qu'elles vont se passer normalement? Ensuite, est-ce qu'il est possible qu'il y ait de vraies élections, par exemple, qu'il n'y ait pas des quotas distribués à l'avance, que le RND et le FLN ne seront pas à eux seuls, tous les deux, majoritaires simples, d'après vous? Alors, avant cela, j'aimerais m'attarder un peu sur Saïd Bouteflika en fait, et la lecture que vous avez faite. Et j'invite vivement que justement nos concitoyennes et concitoyens ne tombent pas dans le piège, dans le jeu de ce régime qui consiste justement à essayer ce qu'on disait tout à l'heure, de diluer un peu certaines rumeurs et des lectures qui relèvent du cadre hypothétique et non pas du factuel. Oui. Donc je pense que là, la parenthèse est fermée. Mais voilà, c'est-à-dire en plus clair. Il faut s'attarder sur les vraies problématiques. Non, mais pour vous, Saïd Bouteflika, est-ce que réellement il n'est pas en train de se mettre en scène pour éventuellement un destin national? Écoutez, peut-être. Probable, mais encore une fois, on est dans le cadre hypothétique. Donc, on ne peut être que dans le cadre hypothétique. Absolument. Mais dans l'état des choses où c'est complètement plombé, où personne n'a accès à l'information, on n'a pas d'autre alternative que de spéculer. Mais ces conclusions, justement, font le jeu de ce régime-là, parce que nous nous attardons justement sur ces lectures-là, pendant que des vraies problématiques sont oubliées. Donc lesquelles vraies? Les vraies problématiques aujourd'hui, c'est justement comment trouver un plan de sortie de crise, de cette crise politique, de cette impasse, de cette crise économique, sociale qui nous pend au nez, géosécuritaire. C'est ça les vraies problématiques. La problématique justement des aspirations du peuple algérien, qui souhaiterait retrouver justement sa dignité, sa fierté. Mais à travers quelle force pourrait-il le faire? À travers justement son sursaut républicain. Et là, je ferai la transition avec, tout à l'heure, quand vous avez parlé en édito, sur le désintérêt du peuple algérien. Mais ces élections qui sont normalement justement une plateforme pour aller vers ces transitions que vous évoquez, les élections législatives. Or, est-ce qu'elles vont tenir leurs promesses? Écoutez, c'est des élections qui relèvent du non-sens. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. On est dans l'irrationalité. L'irrationalité proportionnelle. Donc, les élections sont dans les quotas. Sont dans les quotas, ces élections. Entre autres, absolument. Ils sont dans un levier ça veut dire des postes qui vont être offerts. Ces députés ne vont pas être élus, ils vont être quasiment désignés par parti, chacun son quota. Écoutez, est-ce que nous pouvons dire ça? Pour être plus clair, absolument. Pour être plus clair, le Parlement devrait être une caisse de résonance du peuple. À défaut, ça va être une caisse de résonance de ce régime, de cet exécutif. Donc pour cela, bien évidemment, on va mettre en place des mécanismes. Aujourd'hui, vous savez, pas plus tard que certains, il y a quelques mois, on nous taxait justement d'alarmistes, de pessimistes contre Ali Benflis, où le parti, à travers ses études de secrétaire national, faisait justement le constat flagrant et préoccupant de l'Algérie et justement la trajectoire que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement qu'on est en train de la subir. Donc il faut arrêter aujourd'hui, il faut trouver un plan de sortie de crise pragmatique, lucide, avec des solutions faisables. Bien évidemment, le peuple algérien doit... Mais vous savez, c'est facile de dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais qui va le faire? Quelle est cette force de ralliement autour de laquelle vont affluer toutes les forces vives du pays pour pouvoir porter leurs propositions et qui vont donc arriver sur la table et dire, nous devons aller vers ceci, nous voulons négocier. Qui est cette force? L'avenir de l'Algérie gagnerait son salut à travers le peuple algérien, M. Benchenouf. Oui. Tout à l'heure, justement, je fais la transition avec les élections et avec le désintérêt du peuple algérien. Mais tout à l'heure, nous l'avons dit, et là, je ne vous interromps plus. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que les gens ne se sentent plus concernés. Soit. Moi, je m'occupe de mon mais il n'est pas aussi désintéressé que cela. Je vais vous dire pourquoi. Je suis le premier à le dire. Oui. Mais force est de constater, quand certains indicateurs fiables le démontrent, il s'intéresse, mais à sa manière. Il faut voir une lecture un peu différente, avec une comparaison analogique entre les élections et le peuple algérien et son désintérêt. Comment? L'abstention, M. Benchenouf.
L'abstention massive est un indicateur fiable justement de ce désintérêt et justement de cette préoccupation que le peuple algérien exprime à travers l'abstention. J'oublierai jamais justement un certain ministre qui n'est plus de ce gouvernement maintenant, comme quoi qu'il y a un turnover assez important, parce que finalement les postes s'octroient à travers le degré d'allégeance et d'excès de zèle. C'est comme un peu un système royaliste, vous savez, où il y a la cour et les courtisans et les courtisanes. Ils sont bien évidemment gratifiés en fonction de leur degré d'allégeance et d'excès de zèle. Donc ce ministre-là, quand on l'a interpellé sur un média qui plus est étranger, français en l'occurrence, sur l'abstention massive du peuple algérien vis-à-vis des élections de 2014, d'un air très désinvolte, ce monsieur disait que c'est une tendance mondiale. Non, monsieur, ce n'est pas une tendance mondiale. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de désespoir du peuple algérien qui souhaite qu'on l'entende. Mais à travers cette abstention, justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait justement pour essayer d'obstruer ce peuple algérien, de le reléguer aux secondes zones. Il faut arrêter avec cela. Donc aujourd'hui, effectivement, les plans d'action sont diverses et multiples. Toujours est-il, il faut les voir, il faut les entendre, il faut le vouloir. Mais le peuple algérien est on va dire, l'élément sine qua non dans cette équation, qui doit être incontournable. Et c'est à quoi nous œuvrons au Parti Tahrir al-Hurriyat. M. Ali Benflis, quand il sillonne justement le territoire algérien, d'ailleurs le 11, il sera à Béjaïa, après avoir fait Sétif et Oran. Vous savez pourquoi il fait tout cela? Est-ce qu'il appelle à une abstention? Est-ce qu'il appelle? Ou est-ce qu'il dit, nous allons nous abstenir de voter? Nous. Mais nous ne demandons à personne de faire... Mais vous êtes en train, vous, d'appeler à l'abstention. Est-ce que M. Ali Benflis est en train d'appeler au boycott ou à l'abstention? Nous appelons sursaut républicain, M. Benchounouf, nuance. Oui. L'abstention, si c'est la résultante justement d'une lecture du citoyen algérien vis-à-vis de la politique actuelle, l'abstention est la seule solution, ils s'abstiennent justement. Mais nous ne faisons nullement justement de s'immiscer dans la décision du peuple algérien, parce que c'est mal connaître le peuple algérien. Nous ne sommes pas là pour justement se substituer au peuple algérien. Il y en a assez de cette substitution que ce régime a. Mais tous les partis politiques appellent leurs citoyens à les suivre dans telle ou telle démarche. Non, mais nous le faisons. Ce n'est pas se substituer à eux que de les prévenir, de leur dire ce sont des élections qui ne feront que crédibiliser encore davantage un régime prédateur. N'y allez pas. Nous parlons même langage, ce n'est sur la définition qui diverge. Nous le faisons à travers la sensibilisation de ce peuple algérien. Je n'ai pas fini tout à l'heure mes propos. Quand M. Ali Benflis sillonne le territoire algérien, déjà, il est dans un cadre de modernisation de politique, de mécanisme de politique. Il est dans justement la proximité politique. Il est justement dans la sensibilisation du peuple algérien, à l'écoute du peuple algérien, justement pour pouvoir. Il est en proximité, il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il n'est pas dans une caste, justement, aux antipodes des aspirations du peuple algérien. Mais également, il est en train de mettre en exergue et la situation et le constat alarmant que nous subissons aujourd'hui, que nous avons malheureusement par le passé essayé de mettre en exergue tant bien que mal, face à un régime qui n'écoute personne, mais également un projet. Je voudrais juste vous dire que nous ne sommes pas là pour faire de la propagande à M. Ali Benflis. Pas du tout. Nous sommes en train de parler... Nous sommes en train de constater du factuel. Voilà. Absolument. Vous l'auriez dit en passant... Non, mais il y a un lien. Mais le fait parce que vous m'avez parlé de comment y arriver. Vous attarder, absolument. Ça devient de la propagande. Non, pas écoutez... Nous parlions de la propagande tout à l'heure. En introduction, vous m'avez justement introduit comme justement du comité central. Vous avez parlé de cette alternance, cette alternative. Oui. Je ne peux pas me refuser de vous expliquer un peu quels sont, parmi tant d'autres. Oui, j'entends. M. Ali Benflis ne se dit pas l'homme de providentiel. Bien évidemment, les forces vives existent. Je le dis et je le redis, le problème de l'Algérie n'est pas un problème d'hommes, n'est pas un problème justement de forces vives. C'est un problème de gouvernance. Et j'estime qu'aujourd'hui, ce modèle de gouvernance actuel, qui n'assure pas le minima au peuple algérien, n'a plus lieu d'être. Et il ne reste plus que 4 minutes. Je vais partager entre mes deux invités. Ali Benouari, donc le mot de la fin pour ce qui vous concerne. J'aimerais intervenir sur la problématique de la participation. Oui. Préciser le terme « aller à la soupe » qui peut prêter à confusion. Qu'est-ce que veut dire aller à la soupe quand on est un parti d'opposition ou quand on est un candidat réputé de bonne foi? C'est-à-dire des gens comme ceux qui sont à l'ISCO et tout en participant. Moi, je salue la position de Ali Benflis parce qu'il montre, à travers son parti et qu'il structure tous les jours, qu'on peut faire de la politique autrement sans se compromettre. Par exemple, ceux qui vont à la soupe, je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'ils vont aux élections, mais éclairer les consciences, c'est aussi montrer aux Algériens que, attention, il y a un marché de juste. Parce que ceux qui vont aux élections, en sachant qu'ils vont avoir un quota,
un quota que le pouvoir va leur donner. Ils ne sont pas fous. Ils savent que ce quota qui leur est donné, qui représente plus ou moins, beaucoup plus ou beaucoup moins que ce qu'ils pèsent réellement, va leur donner une présence, une voix et des avantages matériels qui leur seront utiles pour asseoir leur popularité, ce qui leur servira un jour, pense-t-il, quand il y aura des élections libres. Que gagne le pouvoir à leur donner cette possibilité, cette présence? Eh bien, le pouvoir utilise la présence de ces hommes ou de ces partis de bonne foi à qui il donne un quota. Il va utiliser leur présence pour se donner une légitimité. Voilà ce que j'appelle un marché de dupes. Et voilà en quoi nous dénonçons, personnellement, je dénonce ceux qui... Je dénonce, ça ne veut pas dire que je les critique ou je leur interdis quoi que ce soit, non. Je dis simplement, c'est un marché de dupes. Ils participent à ce marché. Merci. Il faut simplement que les Algériens le sachent. Merci Ali Benouari. L'arbi Zouaïmiya, pareil, il vous reste 2 minutes pour le mot de la fin. J'aimerais bien j'ai une petite précision. Moi, j'imagine pas un adversaire. Je peux imaginer un adversaire pendant une heure. Sinon, je vais tomber dans le syndrome de Thucydide. Ce ne sont pas mes adversaires. Ceux qui sont partis à la soupe ne sont pas mes adversaires. Ce n'est pas une fin en soi. Il s'agit d'élections législatives. Il ne s'agit pas d'élections présidentielles. Il se peut qu'on ait une divergence de position et de tactique. Ça, on s'arrête ici. Mais que je dénonce, je condamne des gens qui sont partis parce que tout simplement, dans un langage simpliste, qui sont allés cautionner une démarche d'un pouvoir, moi je suis contre cette idée-là. Ce n'est pas une démarche de pouvoir. Ce ne sont pas des rendez-vous du pouvoir. C'est un rendez-vous constitutionnel, indépendamment de la nature de la dictature. Je reviens à Ali Ben Fliss. Moi je ne veux pas tomber dans des termes sursaut républicains ou je ne sais pas quand, dans la littérature de Rosa Luxembourg. Je ne suis pas ici pour comparer ou pour donner des notes, ou je n'ai pas de bulletin de notes. Moi, je considère qu'il y a des potentialités démocratiques en Algérie, indépendamment des embûches du parcours, indépendamment des positions des uns et des autres, mais je considère qu'il est toujours utile d'œuvrer à ce que ça se fédère un jour et que tout simplement ces affaires d'élections législatives ne sont qu'une étape qui n'est pas déterminante dans la vie de la nation. Elle n'est pas déterminante. La vie de la nation, elle est déterminante en matière d'économie et en matière de finances. C'est ça, parce qu'à midi, on doit manger. Et à un moment donné, les gens ne vont pas manger. À midi, ils vont sortir dans la rue. Et j'aime pas que la rue tranche la situation politique. Merci, l'Arbi Zouaïmiya. Merci, Ali Benouari. Merci Badis Khnissa, merci à vous chers amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. Bravo la khair, slama.